Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Pour certains, l'homme africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Je me demande de quel homme africain il parle ou de quelle histoire cela parle. En tout cas, si vous savez, dites-le moi. Pour ma part, c'est l'une des choses les plus dépourvues de sens que je n'ai jamais entendues. Pour ces mêmes gens et pour d'autres encore, le génie et la créativité de l'homme noir se réduisent à jouer le comédien de service ou ne servent qu'à égayer une audience derrière le petit ou le grand écran. Mes chers, sachez donc que l'Afrique noire est le berceau des sciences mathématiques et l'origine de toute civilisation, l'origine du développement de toute civilisation. N'en déplaise à la communauté internationale. Oui, vous avez bien compris, l'Afrique noire est le berceau des sciences mathématiques. Les traces de cette science remontant à bien plus longtemps que ce qui est admis, précisément des dizaines de milliers d'années avant notre ère. Si tu souhaites connaître les preuves qui attestent cette affirmation, reste jusqu'à la fin de la vidéo et partage-la à tous ceux qui pourraient en être intéressés. Salut les érudits noirs, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne de Sciences et Savants Noirs. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Sciences et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de faire connaître la science noire et les savants noirs, une façon de s'affranchir de cette sorte de violence symbolique qui tient en échec toute tentative d'identification à tout autre modèle légitime et extrêmement brillant. Dans cette chaîne, nous parlons de la science des noirs et des savants noirs, afin de nous estimer au-delà de ce que quiconque voudrait bien penser de nous, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Ayons toujours en esprit que le génie noir a laissé et continue de laisser et laissera toujours des traces, des empreintes dans tous les aspects de nos vies. Dans cette vidéo, je vais vous parler des mathématiques et pour mieux dire de l'os d'Ishango. Les collections du Muséum des sciences naturelles à Bruxelles abritent un artefact aussi unique que remarquable, le bâton d'Ishango. Depuis sa découverte en 1950 près du lac Édouard au Congo, cet os ne cesse de fasciner les archéologues, posant 1000 questions dont la plupart restent encore sans réponse. Et pourtant, au premier regard, l'objet n'est pas très impressionnant. C'est un petit os de 10 cm allongé, légèrement arqué, presque symétrique. Mais un regard plus attentif permet de déceler sur 3 de ses faces, les faces les mieux conservées, divers groupes de traits incisés transversalement. Cette série d'encoches figurant des nombres pourrait bien être la plus ancienne preuve connue des capacités mathématiques de nos ancêtres. Le bâton d'Ishango provient d'un site archéologique très riche qui témoigne d'une culture très développée. Les différents objets trouvés et datés par la méthode du carbone 14 font remonter le site entre 18 000 et 20 000 ans avant Jésus-Christ. Cette découverte bouleverse dès lors les conceptions établies qui font habituellement remonter les origines des mathématiques aux Mésopotamiens il y a un peu plus de 5000 ans qui lient mathématiques et écriture. Mais vous le comprendrez une fois de plus au travers de cette vidéo, les mathématiques viennent bien d'Afrique noire. En 1950, Jean de Henzelin, chercheur à l'Institut royal des sciences naturelles en Belgique, mandaté par les parcs nationaux belges en Afrique, est chargé d'une expédition de fouilles à Ishango sur une terrasse fossile de la rivière de Semliki, à l'embouchure du lac Édouard. Le site n'est pas choisi au hasard car d'autres chercheurs avaient déjà effectué divers sondages en 1935, découvrant de manière éparse divers harpons en os et une mandibule d'hominidés. 2 tranchées perpendiculaires d'une vingtaine de mètres de long sont creusées par de Henzelin et son équipe, qui mettent au jour des outils en quartz blanc translucide, des harpons en os, des coquillages, des os et les désormais célèbres os d'Ishango. Ces os travaillés
sont en fait les seuls parmi l'ensemble des vestiges découverts à porter des séries d'encoches gravées suivant un rythme ordonné. Le plus populaire de ces deux os est un os allongé provenant d'un animal que l'on n'a pas pu identifier et a été taillé et raclé. À l'une de ses extrémités, on a ensaché un très petit fragment de quartz pour en faire sans doute un instrument coupant, mais la fonction demeure toujours un mystère. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur les bâtons d'Ishango, faisant l'hypothèse qu'il s'agirait d'objets mathématiques. Parlons de l'os principal. D'après cette représentation de l'os principal, on peut ainsi voir dans chaque groupe de traits une énumération simple. Un ensemble de 3 traits correspond au chiffre 3, un ensemble de 5 traits au chiffre 5, un ensemble de 8 traits au chiffre 8, etc. On peut facilement schématiser le développement du bâton en le divisant en autant de cases qu'il y a de groupes et en substituant dans chacune de ces cases des chiffres arabes au lieu d'une simple juxtaposition de traits. Une série de relations internes font de ce tableau un jeu passionnant dont on n'est pas sûr d'avoir épuisé toutes les combinaisons. Duplication de nombres, produits égaux à des sommes, nombres premiers, somme égale à la table de 4, etc. Sur le premier os, l'os principal, je pourrais dire, apparaissent 3 colonnes de chiffres. D'abord 11, 21, 19 et 9 sur la colonne de droite, puis 11, 13, 17 et 19 sur la colonne de gauche, et enfin 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5 et 7 sur la colonne du milieu. Plusieurs experts, observant que la première colonne, celle de droite donc, pouvait se lire 10 plus 1 pour dire 11, 20 plus 1 pour 21, 20 moins 1 pour 19 et 10 moins 1 pour 9. Les mêmes experts observent aussi que la colonne de gauche est formée de nombres premiers et la colonne centrale suit pour l'essentiel la règle de duplication. 3 suivi de 6 qui est son double, ensuite 4 suivi de 8 qui est son double, etc. Ainsi, les experts ayant vu le signe indubitable d'un système arithmétique complexe en base 10. D'autres experts, en combinant chiffres et colonnes, ont constaté que le chiffre 6 occupe une place centrale dans ce système, qui serait donc en base 12 tout autant qu'en base 10. Une hypothèse confortée par le fait que des populations d'Afrique utilisent toujours des systèmes de calcul en base 12. Par exemple, chez les Yasgwa du Nigeria, 13 se dit, par exemple, 12 plus 1. Des méthodes ancestrales de comptage où le pouce d'une main dénombre les phalanges des autres doigts, 4 doigts restants pour 3 phalanges, on a le chiffre 12. En considérant les 5 doigts de l'autre main, nous avons 5 fois 12 pour 60. C'est précisément 60, ce nombre que l'on retrouve en additionnant les chiffres de la colonne de droite et celle de gauche. Par exemple, 11 plus 21 plus 19 plus 9, tandis que l'on arrive à 48 en additionnant les chiffres de la colonne centrale. Il n'en fallait pas plus pour parler d'un calendrier lunaire. 60 jours correspondant en fait au temps de 2 lunaisons environ et 48 correspondant à une lunaison et demie. Bon, en tout cas, l'analyse encore fraîche du second os d'Ishango a pu écarter cette hypothèse lunaire. Mais très intéressant néanmoins sur ce deuxième os, on y remarque 6 rangées d'entailles composées de 14 stries longues et 6 stries courtes, puis 6 autres stries, ensuite 18, puis 6, puis 20, puis 6 encore, ce qui plaide là encore l'hypothèse d'un système en double base, en base 6 et 10. C'est bien la preuve, d'après les experts, qu'il existait en Afrique noire, voilà plus de 20 000 ans, un peuple qui comptait et calculait, conclut notamment l'expert Dick Willbrook. Ce savoir-faire aurait pu se propager ensuite vers les berceaux jusqu'alors tenus pour être ceux des mathématiques, la Mésopotamie et l'Égypte, en empruntant les mêmes voies que les harpons dont le modèle semble s'être diffusé à partir des grands lacs africains notamment. Comment ces notions mathématiques développées par la culture d'Ishango se seraient-elles diffusées vers les berceaux traditionnels des mathématiques? À nouveau, les harpons découverts en même temps que ces bâtons d'Ishango offrent quelques indices à notre imagination.
En effet, le modèle de ces harpons découverts sur le site semble s'être diffusé à partir de la région des Grands Lacs, tant vers l'ouest que vers le nord, soit vers le Soudan et surtout l'Égypte en empruntant le Nil. Néanmoins, lorsque l'on examine l'ensemble de ces relations, on n'y trouve aucune règle absolument régulière capable d'entraîner l'adhésion totale à l'hypothèse arithmétique. Cependant, les relations arithmétiques mises à jour permettent difficilement d'échapper à l'idée que l'on a là le témoignage d'une intention mathématique flagrante. Merci une fois de plus pour ton soutien, cher Rudy Noir, et comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, like-la, c'est gratuit, abonne-toi à la chaîne également. Dans la section commentaires, n'hésite surtout pas à me faire part de ce que cette hausse d'Ishango t'évoque et fais-moi également savoir tous les sujets que tu aimerais me voir aborder. Très souvent, l'ignorance des gens m'attriste mes cœurs et peut même finir par me faire sourire. Mais lorsque cette ignorance concerne mon peuple, il m'est difficile de rester muet et de n'avoir comme seule action la contemplation. Je te prie alors de partager cette vidéo autant que possible et que la félicité t'accompagne. À dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, je te rappellerai une fois de plus à quel point le monde dépend et vit du génie noir. Ciao!